Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un cadre très particulier parce que nous sommes à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, je rencontre monsieur le député Pierre Persson, rapporteur de la mission d'information pour l'Assemblée nationale des crypto-monnaies. On va essayer de lui poser toutes les questions auxquelles on n'a pas encore eu des réponses. Certaines questions ont déjà été évoquées et ont déjà eu des réponses dans la presse, mais l'objectif c'est d'essayer vraiment de cibler toutes les questions que la communauté nous a remontées sur les réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube afin de savoir comment évolue ce cadre légal et vers quoi on se dirige pour la blockchain, mais surtout et aussi pour les crypto-monnaies. Bonjour monsieur Persson. Salut Achard. Merci beaucoup, merci d'avoir accepté de me rencontrer aujourd'hui. On va essayer de discuter, on va essayer de casser toutes ces formes et d'apporter un cadre un peu moins professionnel à ce débat, qui est pourtant de la plus haute importance. Je vais essayer de poser les questions de tout le monde, les questions que beaucoup de gens se posent, que ce soit sur nos réseaux sociaux, dans notre activité ou tout simplement dans l'environnement, mais du coup de l'autre côté de la barrière, des gens qui attendent que des décisions soient prises. Alors, réellement, quelle est votre activité? Si vous devriez la présenter, qu'est-ce que vous devez faire? Quel est votre rôle ou votre titre du coup vis-à-vis de la crypto-monnaie aujourd'hui? Tout d'abord, je suis député D'accord. de Paris, dans la majorité, et j'ai en effet une mission sur les cryptoactifs, parce que initialement c'était crypto-monnaie, et on a décidé de basculer ça à cryptoactifs. D'accord. Et donc j'ai auditionné 150 personnes à peu près, à la fois des institutionnels, des chercheurs, des acteurs économiques, pour leur poser des questions sur le monde des cryptoactifs, pour bien comprendre comment ça fonctionnait, vers où on allait, et puis ensuite pour pouvoir rendre des conclusions. Donc ça sera en effet le rôle de mon rapport que de proposer des règles qui ont déjà notamment été portées dans la loi Pacte. D'accord. Donc votre but, si je le comprends bien, c'est vraiment cette mission d'information, transmettre, recueillir des informations, les digérer en quelque sorte pour donner un rendu à toute l'Assemblée nationale finalement. Tout à fait. Il y avait deux choses. Un, vulgariser vis-à-vis notamment de mes collègues, oui. Parce qu'à l'Assemblée, c'était bien aussi de faire de la pédagogie sur les cryptoactifs. Parfois, il m'est arrivé en audition d'entendre certains de mes collègues, notamment de l'opposition, s'exprimer sur le sujet, notamment sur tous les angles qu'on connaît, le bitcoin c'est énergivore, etc. Voilà, les bases, exactement, ça lutte, ça finance le terrorisme, ça. Donc il y avait un rôle de pédagogie vis-à-vis de mes collègues, mais aussi vis-à-vis de l'extérieur, parce que les auditions ont été pas mal regardées, et le rapport, l'objectif c'est aussi de transmettre une vision aux personnes qui pourraient le lire. Et puis après, le deuxième pan, c'est de régler les problèmes qui sont aujourd'hui les problèmes du monde des cryptoactifs. D'accord. Quelles sont les principales actions qui sont déjà aujourd'hui acquises, que vous avez déjà mis en avant et qui ont déjà été votées, qui ont déjà été du coup arrêtées? Alors tout n'a pas été arrêté, parce qu'on est encore en première lecture. Vous savez, il y a deux lectures, très souvent dans le cadre du processus législatif. Le texte là que nous avons voté, qui est en fait la loi Pacte, est un des véhicules dans lequel il y a des dispositions sur les cryptoactifs. Il y aura un autre véhicule qui sera le budget, qui traitera notamment de la question fiscale à l'automne. Et là, on a voté la première lecture, le texte, c'est encore en cours d'ailleurs derrière nous, sur l'article 26, qui prévoit deux choses. Un, la labellisation des ICO, et la labellisation des acteurs du secteur économique, des différents services en lien avec les cryptoactifs. D'accord. Alors l'article 26, que beaucoup d'entre nous ont vu, est-ce que vous êtes du coup satisfait de ce qu'il apporte et de ce qu'il a été finalement, après discussion, après justement ce travail de vulgarisation? Moi je suis très satisfait parce que, d'une part, ça a fait preuve d'intelligence collective. On a beaucoup co-construit. J'ai co-construit avec les acteurs économiques, moi dans le cadre de mon rapport, mais j'ai aussi co-construit avec le Trésor, avec l'exécutif, avec l'équipe de Bruno Le Maire. Bruno Le Maire a quand même porté une voix depuis 6 mois qui est plutôt favorable aux cryptoactifs. Et puis j'ai travaillé aussi avec les superviseurs. Et donc en ce sens, je pense qu'on a atterri sur un dispositif qui est plutôt issu d'un fruit de la concertation. Et donc c'est quelque chose dans lequel je suis plutôt satisfait. D'accord. Certaines informations de la politique et beaucoup de personnes autour se demandent d'où viennent vos sources. Du coup, vous vous informez, vous allez sur Google, vous faites comme nous, ou est-ce que je regarde vos vidéos, même pour mon plaisir personnel, ça m'est déjà arrivé, avant même de commencer la mission. Non, il y a à la fois le parlementaire que je suis, qui donc fait ses auditions, qui ensuite revoit dans son bureau. Je pense qu'on a dû faire avec l'équipe, là, parce que je ne suis pas tout seul, j'ai mes 3 collaborateurs, mais on a dû faire 250 heures d'audition, je pense, à peu près. Et puis, on les a à la fois reçus en on, c'est-à-dire à l'Assemblée, où les vidéos sont publiées, elles sont accessibles à tous. Et
puis je les ai reçus aussi en off dans mon bureau pour les écouter, pour bien comprendre quelles étaient leurs problématiques sur leur secteur de marché. Voilà, donc c'est le débuter à la fois sur plaisir personnel, parce que j'aime beaucoup ce milieu, j'aime beaucoup cette technologie, et je trouve que voilà, c'est quelque chose qui est aussi l'avenir. Et de l'autre côté, dans le cadre un peu plus institutionnel, je me suis renseigné auprès de tous ceux qui font. La chance de ce secteur d'activité, c'est qu'aujourd'hui, le monde des cryptoactifs est encore assez restreint. Donc finalement, en 250 heures, vous avez le temps de voir tout le monde. C'est-à-dire que je suis allé dans différents événements et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit j'ai pas été auditionné. J'ai dit c'est difficile, on peut pas auditionner tout le monde, mais venez dans mon bureau, on va échanger, on va travailler. Donc j'ai eu à la fois des mineurs, j'ai eu des gens qui géraient des fonds, j'ai eu des startups qui lançaient leur SEO, j'ai eu des chercheurs, enfin bref, j'ai vu à peu près tout le monde. Donc les problématiques de tous les différents angles vis-à-vis de cette technologie. Est-ce que à l'Assemblée nationale, ça concerne encore peu de monde, où vous vous rendez compte que ça concerne de plus en plus de députés et que c'est vraiment un sujet qui va toucher tout le monde à l'Assemblée nationale, où c'est encore, comme le milieu des crypto-monnaies est un petit monde, ça concerne encore une petite tranche de personnes à l'Assemblée nationale et... On va dire qu'on a un public qui, notamment parce qu'il a été renouvelé, on a une classe d'âge qui est arrivée à l'Assemblée nationale, et c'est même pas qu'une classe d'âge, parce que j'ai des collègues qui sont plus seniors et qui pour autant s'intéressent aux cryptoactifs, mais il y a une mentalité, il y a des gens qui sont issus de la société civile, qui ont travaillé notamment dans le secteur du numérique, et qui sont totalement en phase avec ce qu'on porte. Et donc il y a des gens, notamment Jean-Michel Mise, Éric Botorel, Madame de la Rodière, Valéria Formian, qui sont en fait des parlementaires qui ont travaillé sur ces sujets, qui ont dégrossi aussi un peu l'image un peu caricaturale qu'on pourrait avoir des cryptoactifs. Donc, pour ma part, je ne suis pas le seul, et j'ai pas mal de parlementaires. Puis par ailleurs, je peux vous confier qu'en commission des finances, avant même qu'on travaille sur cette mission, à Noël, comme vous le savez, c'était là où le Bitcoin était au plus haut. Oui. J'avais échangé, je me rappelle, avec certains de mes collègues qui m'avaient dit que leur neveu ou leur nièce leur avait offert un millième de Bitcoin pour commencer à travailler, à jongler, à investir dans des ICO. Donc finalement, il y a beaucoup de parlementaires qui sont plus ou moins associés au milieu des cryptoactifs. D'accord. Avez-vous un avis ou un retour à faire de façon succincte sur le rapport Landau ? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a quelque chose qui manquait un petit peu à votre goût? Au contraire, quelque chose où il a vraiment été en profondeur? Est-ce qu'il y a un point où vous avez envie de mettre le doigt dessus à propos de ce rapport? Je préfère éviter de parler du rapport des autres et plutôt parler de ma démarche, mais finalement, le rapport Landau, c'est un rapport qui a, notamment pour une partie de l'écosystème, été plutôt bien accueilli. Après, moi j'ai essayé de travailler plutôt sur l'axe propositionnel. Ce que je voulais éviter, c'était de faire un rapport uniquement qui soit prospectif, qui fasse en fait l'état des lieux, qui travaille simplement sur les enjeux et les problématiques. Je voulais un rapport qui règle notamment des problèmes et qui liste des solutions. Et c'est ce qu'on a commencé à travailler avec cet article 26, mais ce qu'on va continuer à travailler sur le volet fiscal, notamment aussi dans l'accompagnement du secteur bancaire. Et ce que je voulais, c'était pas simplement qu'on se projette dans l'avenir en disant voilà, dans 2, 3, 4, 5 ans, voilà ce que va devenir le monde des cryptos. Moi je suis incapable de le dire et je pense que même beaucoup d'acteurs en fait ne le savent pas. Mais ce que je voulais, c'était m'assurer que quand bien même ce secteur va évoluer dans un sens, en fait, il puisse se développer. Et donc on casse en fait toutes les barrières qui aujourd'hui sont des freins à l'attractivité de la France, au manque de lisibilité, de stabilité de nos régimes. Voilà. D'accord. Est-ce que la blockchain peut être une révolution aussi importante qu'Internet? Je pense que c'est même l'avenir d'Internet. C'est à mon sens, et comme on vient de se le dire, je pense qu'on ne peut pas envisager ce que sera la blockchain demain, mais c'est comme se dire, voilà, les premiers protocoles d'échange sur Internet qui faisaient que d'un point A à un point B, on pouvait échanger des informations. On était bien loin de s'imaginer qu'en fait on allait créer les réseaux sociaux et qu'on pourrait commander sur son smartphone un VTC en bas de la rue. Donc l'enjeu c'est peut-être de se projeter dans l'avenir et d'essayer de voir ce que la blockchain permet. Mais oui, assurément, pour moi c'est l'avenir d'Internet. On a assisté à quoi? Internet en 95, explose, etc. C'était la promesse quand même d'une forme de décentralisation. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'aujourd'hui, le pouvoir est très centralisé sur Internet, les GAFA sont très présents, sont très forts. À mon sens, la blockchain, c'est aussi permettre cette décentralisation, cette désintermédiation absolue, et ça va rabattre les cartes. C'est pour ça que ce que je dis très souvent, et notamment aux acteurs publics, c'est que si on a raté une partie, notamment du coche d'Internet, on peut tout à fait envisager
de jouer cette nouvelle carte parce que ça remet à zéro en fait notre capacité à être un acteur indispensable du secteur du numérique dans les prochaines années. D'accord. En ce qui concerne les crypto-monnaies, on a l'impression, du moins c'est quelque chose que toute la communauté a remonté, et c'est vraiment un point sur lequel les gens ont envie d'obtenir une réponse, on a l'impression que le gouvernement essaye de sortir de la crypto-monnaie. On se tourne vers un crypto-actif, parce que le mot monnaie dérange encore. On a l'impression que on veut pas parler crypto-actif, mais même les crypto-actifs ça gêne. On veut parler blockchain, on veut parler d'une technologie, on ne veut pas se prononcer sur cette crypto-monnaie qui intéresse du coup la plupart des gens. C'est ça qu'on utilise. On parle du Bitcoin avant de parler de la technologie blockchain. Est-ce que vous pensez vraiment que la crypto-monnaie peut être, on va dire, détachée de la blockchain? Parce que c'est vrai que de l'autre côté de cette barrière, la plupart des gens pensent vraiment que la crypto-monnaie c'est le sang de cette blockchain et c'est totalement indissociable. Mais c'est indissociable. C'est pour ça qu'on a deux missions à l'Assemblée. On a la mission sur les crypto-actifs, qu'on a voulu appeler crypto-actifs parce que crypto-monnaie pour ma part c'était restreignant, et on va revenir. Et vous avez la mission blockchain. La mission crypto-actif, elle a vocation à faire aboutir des réformes, des propositions très court terme, celles qu'on est en train de voir, et notamment avant la fin 2018. Et puis la mission blockchain, qui a vocation à se poser des questions, notamment sur eh bien, le moyen et long terme, quelles sont les évolutions juridiques, les régimes juridiques liés à l'usage de la blockchain, avec l'automatisation par exemple des contrats, tout ça c'est plutôt du long terme. Mais pour revenir sur la dissociation et sur la qualification de monnaie, moi, je ne suis pas persuadé que quand vous regardez les critères, et notamment les critères qui sont émis en général, définis par les banques centrales sur la notion de monnaie, aujourd'hui les cryptoactifs soient des monnaies. Mais les cryptoactifs ne sont pas tous des instruments financiers aussi. Voilà, c'est des sortes d'objets sui generis un peu hybrides. Et ce que j'ai voulu éviter de faire dans mon rapport, c'était de créer des catégories. Et l'enjeu pour moi, c'était d'éviter de dire, bah, en fait, les cryptoactifs sont des monnaies, les cryptoactifs sont des actifs financiers. Parce que je trouvais que c'était très restreignant. En fait, on est en face d'un outil qui est d'un objet qui va beaucoup évoluer ces prochaines années. Et si vous le contingentez dans une espèce de case, vous êtes sûr que, en fait, ça sera restreignant s'il évolue à terme. Et donc, je voulais éviter de faire ça parce que finalement, je pense que c'était le mauvais choix. Ce que je préférais, c'est juste casser les barrières qui font qu'aujourd'hui, bah, l'écosystème a du mal à se développer en France. Et on verra ce que ça devient. Si on arrive à résoudre, par exemple, les questions de transactions par seconde, si on arrive à aujourd'hui endiguer le côté énergivore de la proof of work, bah, très bien, peut-être que ça sera des moyens de paiement très efficaces. Mais aujourd'hui, le Bitcoin n'est pas un moyen de paiement très efficace. Et au regard, par exemple, de ce que peut être la monnaie dans sa définition intrinsèque, eh bien, ça ne peut pas être considéré comme tel. Et puis, je voulais aussi sortir de la logique politique. On est tous d'accord, le Bitcoin a été créé aussi sous un idéal politique. Et je pense qu'en fait, la technologie blockchain n'appartient pas à une philosophie politique. On peut tout faire avec la blockchain. On peut renforcer la souveraineté d'un État, comme tout on a fait en privé, et donc avoir une vision libertarienne. Et finalement, ce que je voulais éviter, c'était qu'on se positionne politiquement sur un objet qui a plusieurs facettes, qui va évoluer dans le temps, et qui n'a pas aujourd'hui qu'un seul visage. D'accord. Une toute dernière question du coup pour clôturer cette première vidéo. Il y en aura une deuxième où on posera plus clairement les questions de la communauté, les questions qui sont revenues le plus. On a recueilli environ 2000 questions, la plupart de notre communauté. On reviendra dessus sur une deuxième partie. La toute dernière de cette vidéo, à quand, sachant que je sais que c'est un prévisionnel, ce n'est pas possible de se prononcer encore une fois, quand est-ce que vous pensez qu'on aura une version 1 d'un cadre légal? Encore une fois, un cadre qui, vous l'avez dit, doit pouvoir évoluer, heureusement, parce que la technologie se dessine, on ne peut pas la cadrer aujourd'hui, ou du moins pas totalement. Si vous aviez une date, ou du moins une date que vous aimeriez pouvoir proposer un cadre complet, ce serait quelle date? Un premier point. C'est plutôt simple. Le budget, on est obligé de le voter, ça c'est constitutionnel, avant la fin de l'année, je crois le 22 décembre. Donc finalement, tout dispositif fiscal sera bouclé pour le 22 décembre. Ensuite, on est en train de travailler sur la question de la rétroactivité pour voir si le régime qu'on va mettre en œuvre s'applique aussi avant 2018. Et donc ça, c'est le projet de loi de rectificatif qui interviendra donc à la fin de l'année tout autant. Et puis après, il y a le deuxième volet pacte, et là, c'est la question de la deuxième lecture. Ça devrait intervenir lui aussi en fin d'année, début d'année. Donc finalement, d'ici 6 mois, tout ça est réglé. Et on a un cadre juridique stable, lisible, compréhensible par tout le monde, qui nous permet, notamment pour les investisseurs, de se dire bah, voilà, où est-ce qu'on va et où est-ce que la France se situe. Ok, eh bien merci beaucoup, j'espère que ça a fait le tour. J'espère vraiment que vous allez prendre le temps de débattre, posez-nous vos questions, il y aura peut-être un jour une autre rencontre, et l'objectif c'est d'avancer. On a la chance du coup d'avoir des personnes qui nous écoutent et qui peuvent répondre,
et puis peut-être ouvrir un dialogue qui est totalement différent. Pour la première fois, le média le plus consulté, c'est YouTube. Pour la première fois, la technologie ne peut pas encore rentrer dans un cadre, donc on a peut-être également un moyen d'ouvrir un débat un peu moins institutionnel, ou du moins un petit peu moins traditionnel, et d'obtenir des réponses plus rapidement pour pouvoir construire cet écosystème. Merci beaucoup. Merci à vous.